On a entendu parler de ce concept d'amnésie environnementale. Je l'ai beaucoup questionné en me disant que j'étais peut-être le petit-fils d'un paysan au sabot de bois qui m'avait beaucoup appris dans l'enfance. Ça m'a questionné et je me suis dit qu'effectivement, dans la plupart des peuples, alors je parlerai avec vous peut-être des peuples qui vivent un autre quotidien, mais l'amnésie environnementale dans les cités urbaines, malgré des initiatives, elle est de plus en plus fréquente. Le rapport à la nature s'instaure complètement différemment d'il y a 50 ans. Et j'oserais presque parler sur ce même concept d'amnésie de la relation humaine. Alors Jacquard aurait dit « où est donc passée l'altérité ?» Mais en fin de compte, ces situations que vous abordez là, lorsqu'on est au nord, on n'en a qu'une lecture à travers des médias, des images, et un peu moins à travers des vécus ou des récits de vécus transmis. Quel regard vous portez sur cette possible amnésie environnementale qui crée une distanciation à certains enjeux? J'allais dire, on est en train de s'y attaquer, par exemple, la loi sur la biodiversité, puisqu'on essaie de faire rentrer, je dis on essaie, je ne sais pas, comme je ne suis pas tout de suite en plénière, je ne sais pas encore le résultat, on essaie de faire rentrer le fait qu'il y a de la nature en ville aussi, et que cette nature, il faut peut-être la connaître mieux pour la respecter. Alors, il y a quelque chose qui est une alerte, et qui est une alerte parce que malheureusement, on a un vrai problème. C'est en ville, dans beaucoup d'endroits, parce qu'il y a aussi des jardins pédagogiques, parce qu'il y a du travail qui est fait, on a mis des ruches en place. Et les fameuses abeilles sentinelles, c'est-à-dire celles qui disent que la biodiversité, c'est important parce que la nourriture, et en grande partie liée à ça, retrouvent de la lecture en ville. Donc, je crois que c'est pas du concret comme ça. Vous avez des images extraordinaires de l'Amazonie et vous ne vous rendez pas compte que quand vous allez acheter certains meubles, vous êtes en train de participer à tuer une partie de la forêt. Ça fait partie de l'éducation civique, hein, je vais dire, il faut reprendre les termes les plus classiques, et ça peut marcher, que ce soit dans le monde urbain chez nous, où on est particulièrement effectivement coupé d'une réalité de la nature, ça peut marcher aussi un petit peu dans tous les pays développés. C'est autre chose, effectivement, dans les pays du Sud. Mais je crois que chaque fois que, en particulier avec les plus jeunes, on fait ce travail pour leur dire que l'environnement et l'homme, ça vit ensemble, que nous sommes une partie de la nature et nous ne sommes pas ni au-dessus ni au-dessous, nous sommes une partie de la nature et c'est, comment dire, ce partenariat avec la nature qu'il faudrait travailler. Je crois que chaque fois que c'est suffisamment fait avec les enfants, en particulier dans les zones urbaines, on leur fait redécouvrir la nature. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où, en France en tout cas, ou même en Europe, ce soit très difficile, y compris de ramener des enfants au sein de la nature pour voir comment ça fonctionne. Alors, Daniel Leroy, vous parlez beaucoup des enfants, nécessaire investissement pour l'avenir. J'aimerais qu'avec nos deux autres interlocuteurs, on parle des adultes qui font masse, et y compris d'adultes vieillissants qui font masse dans une durée à 20 ou 30 ans. Parce que lorsqu'on parle d'avenir, je remarque qu'on parle souvent de l'enfant, alors qu'on est dans une Europe vieillissante, qui a une masse de population, y compris retraités, etc. Ils ont connu ces environnements dans leur enfance, mais il y a quand même une espèce parfois d'amnésie environnementale dans les pratiques ou les changements de comportement liés à toute une vie. Donc j'aimerais savoir de quelle manière peut-on travailler pour aller un peu plus vite peut-être dans cette évolution des comportements quotidiens. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question sur l'évolution des comportements quotidiens. Comment on peut effectivement œuvrer pour que cette résilience dans les comportements quotidiens se fasse en matière de santé et en matière d'environnement un peu plus vite qu'à l'échelle de 30 ou 40 ans? D'accord, parce que on revient sur la question d'aujourd'hui de l'amnésie environnementale qui, comme a été dit précédemment, c'est une amnésie probablement plus générale. Hein. On parlait de l'éducation des citoyens, c'est une amnésie qu'on retrouve un peu sur tous les domaines en réalité parce que on a des flots d'informations qui chaque fois mettent comment dire, cachent de nouvelles couches, tout ce qui était auparavant, et quelque part, ça relève de ces processus d'amnésie. Donc on est dans une question un peu paradoxale avec d'un côté une ouverture au niveau des moyens d'accessibilité à la connaissance avec Internet qui sont énormes,
et en même temps une accélération de cette amnésie environnementale et autres. Pour les aînés, et qu'on est dans une phase de transition démographique actuellement au nord, parlons de pays développés plus spécifiquement, avec l'arrivée à la retraite de la génération de baby-boom, et que effectivement, ça a des implications de bouleversements majeurs sur tous nos systèmes, en fait. Néanmoins, les gestes et les comportements de tous les jours, là, on peut retrouver de nouveau peut-être le salut, ou en tout cas une amélioration par la jeunesse, par les enfants. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement ces populations qui arrivent à la retraite, qui sont plus âgées maintenant, qui sont les détenteurs d'un pouvoir, d'une connaissance en matière d'environnement et de santé plus valorisant que ce qu'on peut retrouver au niveau des jeunes générations. L'exemple des déchets, par exemple, la gestion des déchets, est tout à fait caractéristique puisque on a affaire avec des générations qui, dans leur enfance, ont appris plutôt tout à la poubelle et massivement. Et que l'éducation à la santé de manière plus écologique pour faire du tri, etc., c'était, et on l'a vu un peu dans tous nos pays, ça s'est passé par l'éducation à l'école et par l'information des enfants autour de la dizaine d'années à peu près, avant la préadolescence, qui était capitale aussi pour que toutes les familles échangent des comportements en matière de tri sélectif, par exemple. Donc là, les saluts des aînés viendra peut-être de nouveau des enfants. Xavier Gaudinot, juste une chose, alors un écho, j'en parlais tout à l'heure, à un apport d'une représentante des FAMPEL du Tchad sur les peuples autochtones et leur apport face à cette amnésie de certains peuples face à de l'environnement et de la santé. Elle disait, à travers des exemples tout simples, nous, notre rapport entre jeune génération et ancienne génération est un rapport de solidarité, d'échange, de co-construction, de temps passé ensemble entre les plus âgés et les plus jeunes. Nous, la santé, on a perception que chacune des plantes qui nous entourent, c'est notre santé au quotidien, puisque on la vit. Et je crois que la conclusion que j'ai eue à la fin de cette rencontre, c'est que l'expérientiel était sans doute une chose qu'on avait un peu oubliée. Vous parliez du rapport à Madagascar, etc., mais on ne peut pas envoyer tous les enfants du monde voir les réalités de tous les autres au monde, mais on pourrait peut-être envisager des modèles qui participent à une résilience sociale, en ce sens, en permettant à ces peuples, qui ont sans doute beaucoup à nous apprendre. Ah oui, elle disait, vous qui prenez des pilules parce que vous allez tous mal, j'ai trouvé ça assez illustratif sur les consommations médicamenteuses. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens qu'on pourrait vous apprendre? Et c'est vrai que ce regard nord-sud, parfois, est plutôt descendant, plutôt qu'un regard accueillant pour aller de l'avenir et construire du mieux et du progrès. Alors, je voudrais faire deux remarques. Une première sur un phénomène qu'on a beaucoup travaillé, qui est le phénomène de l'aveuglement. Et puis une deuxième sur le thème que vous abordez, qui est un peu les savoirs traditionnels, les savoirs modernes et les savoirs expérientiels. Alors l'aveuglement d'abord. Vous avez parlé d'amnésie. Nous parlons d'aveuglement. Nous en donnons beaucoup d'exemples dans ce rapport. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a quelques jours, un grand journal français a publié une liste de 480 personnes mortes à la rue en France en 2014. 480 personnes. Quand on regarde de près la liste, il y a beaucoup de personnes où on dit mort dans telle ville à telle date, il n'y a pas de nom, on n'a pas retrouvé le nom, on ne sait pas qui c'était. Et ils ont fait un calcul des moyennes d'âge. La moyenne d'âge, quand on meurt à la rue, c'est 49 ans, alors que la moyenne d'âge en France, c'est 82 ans. Donc vous voyez aussi les inégalités de santé quand on est dans la misère. Et ça, c'est des choses qu'on a tendance à ne pas voir, hein, parce qu'on n'a pas tellement envie de les voir. Et alors, il y a des phénomènes encore plus graves, je dirais, qu'on a tendance à ne pas voir, y compris dans nos pays d'Europe, mais c'est vrai dans le monde. Je pense aux stérilisations forcées, qui ont toujours lieu aujourd'hui dans certains pays, qui ont eu lieu dans tous les pays d'Europe, en Norvège, en Suède, au moment où on a créé la sécurité sociale. Les populations avaient peur que les populations pauvres pèsent et on a stérilisé dans les écoles, les conseils d'école, dans les écoles particulières où il y avait des enfants avec des handicaps.
eh bien, les conseils de parents d'élèves décidaient cette jeune fille-là va être stérilisée, cette jeune fille-là va être stérilisée. Tout ça est documenté par les historiens. On n'en parle pas parce que c'est des choses qu'on ne veut pas voir, mais c'est la réalité. L'année dernière, en Suisse, Simonetta Samouréga, qui est devenue maintenant, voilà, eh bien, a fait des excuses publiques par rapport aux mauvais traitements qui ont été infligés pendant des décennies aux enfants qui bénéficiaient d'une assistance publique, qui étaient placés dans des fermes, qui étaient parfois traités comme des esclaves, qui étaient parfois abusés sexuellement, etc. Pour que ça arrive à des excuses publiques du représentant de l'État, vous imaginez qu'il a fallu du travail et puis qu'il a fallu aussi qu'il y ait quelque chose qui soit documenté, qui soit extrêmement grave. Et quand on regarde dans l'histoire des États, on s'aperçoit qu'il y a eu des excuses publiques comme ça en Australie récemment, pour des enfants déportés d'Angleterre. On s'aperçoit qu'il y a eu des excuses publiques en Irlande, pour des femmes qui étaient enfermées dans des laveries, etc. Donc, cet aveuglement sur le fait qu'à certains moments, nos sociétés prennent les pauvres comme les boucs émissaires et essayent de les éliminer tout simplement. Et ça continue aujourd'hui, je tiens à le dire. Il y a des phénomènes qui remontent sans arrêt à la Cour suprême en Inde, où on voit des stérilisations, où il y a 80 femmes stérilisées en 2 heures par un chirurgien, dont la moitié qui reste sur le carreau en train de saigner partout. C'est des phénomènes qui remontent à la Cour suprême de l'Inde aujourd'hui. Ça, c'est sur les questions d'aveuglement. Alors, vous avez abordé la question du vieillissement, de la jeunesse, etc. Je voudrais rappeler que quand on regarde au niveau du monde, si je ne me trompe pas, la moitié de la population africaine a moins de 25 ans. Donc le vieillissement, il concerne certains pays, et la jeunesse concerne d'autres pays. Quand vous vous promenez dans les rues de beaucoup de pays d'Afrique, vous êtes frappé par le nombre d'enfants qu'il y a partout. Donc là aussi, mettons bien les choses. Voilà, et prenons en compte aussi toute cette jeunesse qui aujourd'hui est souvent dans des conditions difficiles, notamment dans tous ces pays-là. Juste pour finir, c'était sur l'apport des peuples autochtones et la reconnaissance des peuples autochtones comme un modèle de progrès et d'avenir. Voilà, alors donc là vous abordez une question extrêmement importante qui est la question des savoirs. Alors on peut parler des savoirs traditionnels et des savoirs modernes. C'est une question à laquelle on est confronté dans tous les pays du Sud, hein, notamment au point de vue de la santé, puisque vous avez cette opposition entre les savoirs traditionnels avec les herbes, avec les plantes, etc., et les savoirs modernes, et les populations pauvres ont toujours recours d'abord aux savoirs traditionnels. Et c'est seulement quand ça ne marche pas, quand elles ont fait tout le tour de tous les guérisseurs, qu'elles vont éventuellement à l'hôpital, qui souvent encore a la réputation d'être le lieu où on meurt, hein, et qui fait peur à cause de ça. Mais je crois qu'il y a une reconnaissance de plus en plus grande, bien qu'il y ait beaucoup à faire, sur la nécessité de combiner ces savoirs. Il y a eu tout un rapport de la Banque mondiale il y a quelques années sur la nécessité d'articuler les savoirs modernes avec les savoirs traditionnels pour produire un savoir plus efficace. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, nous, en France et en Belgique depuis 15 ans, et on a forgé une méthodologie qu'on appelle le croisement des savoirs, qui consiste à faire reconnaître que les populations qui vivent la misère ont un savoir d'expérience spécifique dont nous avons besoin si nous voulons lutter efficacement contre la pauvreté. Mais ce savoir est souvent étouffé par le savoir académique, qui est vraiment le savoir dominant. De même, le savoir d'action, lui aussi, est souvent étouffé. Et donc, nous avons fait tout un travail avec des universitaires, avec des membres de l'Académie française, etc., pour mettre au point une méthodologie où nous essayons de faire travailler ensemble des personnes qui vivent la pauvreté, des professionnels qui ont un savoir d'action et des universitaires, pour que chacun, à partir de sa propre expérience, apporte son savoir et que ces savoirs se croisent. Et si possible, à égalité. Et c'est quelque chose qui est difficile, parce que vous imaginez bien qu'entre la personne qui a été scolarisée 2 ans dans sa vie et le professeur d'université, il y a une inégalité fondamentale dans l'utilisation des savoirs, l'utilisation de la langue, l'utilisation de l'écrit, etc. Et donc, toute la méthode cherche à rétablir une égalité et à montrer que ces savoirs d'expérience des plus pauvres sont réels, ils existent et on en a besoin. Mais il faut les faire surgir et il faut les renforcer. Excellente question en lien avec Mme Auroy et Jean Simos sur 2 angles différents. Quelle écoute du savoir expérientiel quand on sait qu'aujourd'hui en politique générale, on a souvent une multitude, sans doute dans votre bureau, d'experts en tout genre de toutes les thématiques qui circulent, où
où est la place du savoir expérientiel des populations dans la construction politique aujourd'hui? Alors, il y a une chose qui, d'ailleurs, de façon contradictoire, je dirais presque, est en train d'apparaître, puisque nous sommes en train de travailler sur la biodiversité. Nous faisons entrer dans la loi ce qu'on appelle le protocole de Nagoya, c'est-à-dire la lutte contre la biopiraterie et la reconnaissance, et c'est surtout ça qui est important, des savoirs des peuples autochtones. Alors, par exemple, ici, en France, on ne peut pas faire valoriser totalement la chose parce qu'on nous dit peuples autochtones, c'est pas possible. On veut bien parler de groupes, etc. C'est pas bon parce que le droit français a ses qualités et ses défauts, si je puis dire. Mais du coup, ce que ça va apporter, c'est que non seulement on va peut-être arrêter de piller les richesses de la nature, en particulier des zones ultramarines, hein, de la Guyane. On a pris très souvent pour faire l'argumentaire le parc régional de Guyane, mais aussi parce qu'il y a des savoirs et des savoir-faire des peuples autochtones qui sont pillés, il n'y a pas d'autre mot, par les grands groupes pharmaceutiques ou de la cosmétique, et sans que ni on reconnaisse que ça part du savoir traditionnel, c'est-à-dire qu'on continue à nous dire il y a un scientisme qui sait tout, on va voler quelque part à ces populations non seulement des biens, la biodiversité, mais des savoirs, se les approprier pour faire des produits qu'on vous vendra occidentaux et dont on se gardera bien de vous dire d'où ils viennent et donc où on vous fera perdre justement le lien avec la culture traditionnelle, ce qu'elle peut apporter, et le fait que souvent, quand on regarde, que ce soit chez nous, sur les savoirs traditionnels, ou que ce soit dans les pays du Sud, l'Afrique, etc., on oublie complètement que c'est nous qui apprenons des choses. On est toujours dans cette logique du mépris de ceux qui sont différents, et ça va beaucoup avec le mépris de la misère, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, et pouvoir aller dans l'autre sens à partir d'un sujet, après tout le protocole de Nagoya, la lutte contre la biopiraterie, c'est un beau sujet, ça peut permettre peut-être de faire prendre conscience, y compris aux gens qui sont chez nous, que non, quand on s'écoute les uns les autres et quand on a la connaissance de l'environnement qu'ont souvent les peuples traditionnels, c'est tous ensemble qu'on progresse. C'est quand même ça notre objectif, me semble-t-il. Juste pour finir, Daniel Leroy, puisque quand je disais tout à l'heure, alors là nous sommes en France, mais ça serait valable sans doute au Canada ou dans la plupart des pays, quelle place dans les hémicycles pour écouter, quel espace d'écoute des populations ou des savoirs? Parce que, ok, vous avez un exemple redoutable. Voilà, vous avez une expérience de longue date, des experts, des lobeurs, des entreprises de toutes sortes, ça vous en voyez circuler. À quel moment et dans quels espaces publics et politiques sont entendus ou écoutés des savoirs expérientiels des populations sur des sujets? J'allais dire, c'est laissé au bon vouloir du politique. Je vous donne l'exemple, je vous ai donné l'exemple du débat sur la lutte contre la biopiraterie et la reconnaissance des savoirs traditionnels tel que nous avons vécu hier dans l'hémicycle. Nous étions combien? Allez, disons une vingtaine de députés, et si j'enlève les ultramarins et les écologistes, il restait plus grand monde. C'est-à-dire que malheureusement, on voit bien que tout le travail d'écoute et de relation est à faire. Et par exemple, puisque pour la Commission des affaires européennes, j'ai eu à faire le rapport par rapport à ce qui s'était décidé en Europe sur la biopiraterie, on a auditionné. Alors ça c'est très intéressant, vous auditionnez à la fois les entreprises, les ONG, les représentants des peuples, et vous vous apercevez que, en définitive, ils sont tous surpris d'être auditionnés quand ils sont représentants des peuples. Ils sont tous surpris d'être auditionnés quand ils sont, par exemple, vous avez parlé des Peuls, on peut parler des Touaregs et de la façon dont ils peuvent effectivement vivre le désert. Et chaque fois qu'on peut effectivement démontrer que quand on les auditionne, on les respecte, je crois qu'on gagne les uns et les autres. Mais c'est du travail à faire. Pour le moment, il y a une volonté politique au sens premier du terme à affirmer. Et je crois que, y compris, je me retourne vers mon voisin, les universitaires ont aussi beaucoup à faire. Parce que souvent, on les dit beaucoup dans leur tour d'ivoire. Moi, je suis géographe et j'ai géré du travail de ce type-là par moment. Là aussi, il faudrait retrouver de la transversalité.
Alors justement, Jean Simos, un petit écho à un souvenir d'il y a quelques mois avec un psychosociologue argentin qui nous rappelait que l'université était une université habitante. On parle d'Open University, alors on sait dire en quoi elle est open virtuellement. Je me pose encore aujourd'hui la question, comment imaginer des universités où, alors on parle des patients experts, on parle des habitants experts, où la population est associée dans son savoir expérientiel au programme de recherche d'un point de vue équitable, comme disait M. Xavier Gaudinot. Bien, alors il y a plusieurs chemins qui sont explorés dans ce sens-là ces dernières années. Je me limiterai peut-être dans le domaine de la santé environnementale et de la promotion de la santé en particulier, où on n'est pas ceux qui sont le plus atteints du syndrome de la tour d'ivoire, car dès le départ, on est obligé de travailler, on est obligé quelque part, guillemets, je le mets l'obligé, c'est bien un plaisir, de sortir de l'université et de se mettre en contact avec les usagers et donc la population. Et par conséquent, même dans les fondements même de la promotion de la santé, dans la Charte d'Ottawa, c'est un des 5 des champs d'activité en matière, c'est la participation communautaire. Et donc, comment faire, toute la question et les défis au niveau des universités, c'est comment faire pour réaliser cette participation communautaire. Alors, il y a plusieurs méthodes qui ont été proposées concernant cette participation communautaire qui reste toujours dépendante, donc l'application de ces méthodes reste toujours dépendante du contexte socioculturel dans lequel on se trouve. On ne va pas appliquer de la même manière une technique dans un monde anglo-saxon ou dans un pays latin. Je prendrai comme exemple de cela, parce que je trouve que pour nous, ça a été très, très riche d'enseignements, en fait. L'application de la technique qu'on a fait dans un programme qui faisait partie aussi bien du programme Ville Santé que l'agenda 21 local à Genève, sur la santé et participation communautaire dans les communes, dans les quartiers, où on a appliqué la méthode des ateliers de scénario. La méthode des ateliers de scénario découle d'une certaine manière de ce qui était fait il y a une vingtaine d'années comme les jurys des citoyens qui a commencé au Danemark. Et c'est une transformation en fait, des jurys de citoyens avec quelque chose qui rappelle en tout cas la convergence de savoir et la technique de ATD Carmont, dans la mesure où il s'agit de passer par 3 ou 4 phases. Dans la premièrement, il faut informer bien la population, essayer de trouver des habitants du quartier qui n'ont pas la parole de manière générale, et donc y compris de mobiliser les éducateurs de rue et des gens comme ça pour avoir accès à des gens qui évitent de prendre la parole. Et que finalement, une fois qu'on a retrouvé un peu cet échantillon des habitants qui veulent participer, qui sont d'accord de participer à ces ateliers de scénario, ça découle sur deux week-ends, ou dans un premier temps, après les avoir informés par différentes présentations sur les problèmes qui se posent au niveau du savoir de la science. Ensuite, on a une première phase où on retrouve les gens par groupe catégoriel, c'est-à-dire les professionnels ensemble, les habitants ensemble, les élus également ensemble, donc ça fait 3 groupes différents. Et ensuite, une fois qu'on a certaines grandes tendances qui sortent de comment voyez-vous votre quartier d'ici 10 ans ou 20 ans, on essaie de sortir des pistes, cette fois-ci en travaillant, ça c'est le deuxième week-end, en mélangeant ces groupes de manière à avoir effectivement des interactions aussi entre les groupes de population. Et les résultats étaient effectivement très, très intéressants. Tout ça finissant par une dernière audience publique en présence des élus de l'exécutif des communes respectives,
et qui n'avaient pas l'obligation de prendre ce qui venait de l'atelier des scénarios comme proposition concrète, mais ils avaient l'obligation de se positionner par rapport à ça, c'est-à-dire, ça, on peut faire, on les prend, c'est intéressant, ça, on ne sait pas, on va examiner peut-être, ou ça, on ne peut pas les faire parce que, voilà. Et donc, c'est une façon c'est une technique qui a montré qu'on peut effectivement sortir de l'université, faire quelque chose de scientifiquement bien, correct, et en même temps bien pour la population. Alors, je ne sais pas si Daniel Leroy connaissait les ateliers de l'avenir. Il y en a eu 35 en France. Tous les politiques qui ont assisté à ces ateliers se sont dit pourquoi on ne l'a pas fait avant, plutôt que d'être dans des dispositifs d'audit ou autres. C'est vrai que c'est peu connu encore ces démarches de week-end ou d'animation collective co-construite en séminaire associant population, dans des espaces plutôt ludiques et vivants même. En plus, l'ambiance est plutôt chaleureuse. Alors moi je connais des exemples, il y a aussi des villes qui font des choses pas tout à fait aussi abouties mais qui sont du même genre. L'ennui c'est que comme c'est sur les week-ends, on retrouve souvent, et c'est un petit peu la difficulté, des populations qui sont des populations qui ont le temps ou qui prennent le temps, donc qui sont suffisamment sensibilisées. Donc pour moi c'est une première étape indispensable. Et ensuite, parce que les élus vont bien vouloir écouter, et je peux vous assurer que ce n'est pas toujours le plus facile, parce qu'ils veulent bien écouter et entendre, au sens fort du terme, si je puis dire. À partir de là, si eux ont décidé que oui, ça fonctionne, il va pouvoir y avoir une logique de démultiplication et trouver des choses qui vont plus loin, peut-être avec des processus moins lourds, mais qui vont toucher d'autres parties de la population. Mais ça peut se faire effectivement, et je rejoins ce qu'a dit monsieur, à la fois si tout le monde essaie d'ouvrir les portes et de faire du transversal, et si on prend du temps, et si on se dit que c'est localement, vraiment localement, qu'il faut que ça se fasse, et qu'à partir de local, on accepte aussi que ça remonte. Parce qu'en France, il y a un gros problème. C'est la tendance pyramidale, certes, et surtout verticale descendante. La verticale montante est toujours plus compliquée. Ce qui n'est pas rassurant, c'est que ce n'est pas qu'en France, malheureusement. Oui, mais justement, France, quel beau lien avec notre dernier sujet avant le court plaidoyer de fin. Dans Pouvoir agir, il y a pouvoir. Et je serais tenté de le conjuguer avec des S. La question des pouvoirs, aujourd'hui, à l'échelle internationale en santé-environnement. Pour plus de justice sociale, plus de justice environnementale, réinventons les pouvoirs. Les organisations politiques, systémiques des assemblées des nations sont des structurations représentatives, alors, qui sont beaucoup questionnées. Peut-on imaginer associer des modes, pour certains qui diraient de tirage au sort d'une part et d'autres d'élus d'autre part, conjuguer les deux? Comment faire en sorte de réinventer une véritable équité des pouvoirs, alors pouvoir politique, pouvoir journalistique, pouvoir économique, etc., pour qu'en fin de compte, le premier bénéficiant de ce rééquilibrage soit le citoyen. Les pouvoirs. La question des pouvoirs, vous avez dû la questionner souvent. Je fais le lien avec ce que disait Madame Auroy sur donc ces dialogues citoyens, où c'est souvent des citoyens qui ont du temps et une certaine capacité de parole aussi qui participent à ces forums. Et notre volonté, nous, c'est d'associer les populations qui sont les plus marginalisées, qui ont le moins de capacité de parole. Et donc ça nécessite d'abord et avant tout un investissement de terrain pour aller rencontrer les gens là où ils sont. Et dans ce travail qu'on a fait, qui a donné lieu à ce rapport, j'étais très frappé par exemple par ce qu'a fait notre équipe aux Philippines, qui est allée rencontrer des gens qui habitaient sous des ponts, plusieurs fois, en leur proposant de participer à un travail collaboratif, en voyant s'ils acceptaient ou pas, plusieurs fois, en leur expliquant comment ça allait se passer, en essayant de créer une confiance. Et lorsque la confiance est créée, des gens qui sont très marginalisés acceptent de venir à une réunion collective avec quelques autres personnes. Et puis petit à petit, ils acceptent de participer à des réunions plus grandes. Et ce qui est important, quand on parle de pouvoir, c'est, il faut parler, on employait tout à l'heure ce mot, de capacitation. Il y a des populations qui ont une réelle expérience, qui ont un réel savoir, mais ce savoir n'est pas construit et ce savoir n'est pas transmis. Et donc, il faut leur permettre il faut créer avec elles des espaces de création d'une pensée et d'une parole collective. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et pour ce travail,
Très souvent, on a travaillé pendant 2 ans avec des groupes de familles au Burkina, aux Philippines, en Pologne, en Belgique. Un travail de 2 ans avec des questions qu'elles avaient choisies elles-mêmes pour s'apprendre à trouver les mots pour dire ce qu'on a envie de dire, créer cette expression collective, partager avec d'autres et ensuite être capable de porter cette parole dans des forums nationaux et jusqu'au Palais des Nations de l'ONU, puisque c'est ça qu'on a fait avec une délégation d'une 50aine de personnes, avec Amina Mohamed, là, la secrétaire générale adjointe de l'ONU chargée des questions d'après 2015, voilà, qui a entendu ces délégués venant de différents pays et qui ont expliqué un travail qu'ils avaient fait avec d'autres pendant 2 ans et qui avaient construit une pensée collective avec d'autres pendant 2 ans. Et c'est ça qu'ils ont exprimé et c'est leurs recommandations réfléchies avec d'autres qu'ils ont pu exprimer. Mais vous voyez, c'est un travail qui part vraiment de la base, qui nécessite un engagement, un investissement fort pour voilà, donner aux gens des capacités dont ils ont été privés parce qu'on ne leur a pas donné tous ces lieux dont ils avaient besoin.